Bonjour à toutes et à tous, je vais être très très bref, simplement pour vous dire que nous sommes vraiment très très heureux d'accueillir cette manifestation dans notre belle grande université, d'accueillir toute cette jeunesse, puisqu'au fond ici nous sommes une maison de la jeunesse. Dans le cadre de ce grand forum des étudiants, qui est associé aux lycéens et étudiants associés aux États généraux, que nous avons d'ailleurs accueillis à 2 reprises dans cette grande université, et bien simplement vous dire, voilà, c'est un grand plaisir de vous accueillir, de vous voir aussi nombreux. Je trouve que quand même c'est une sacrée prouesse de l'enseignement catholique. C'est une belle réussite et vraiment on espère peut-être vous retrouver dans quelques années au sein de cette université. Voilà. Très bon après-midi, surtout franchement profitez-en parce que je peux vous dire les intervenants, ça vaut le coup du déplacement. Voilà, donc très bon après-midi et maintenant je cède la parole à Dieudonné Laguiole. Je m'exprime au nom des directeurs de séance de l'enseignement catholique et également au nom de toute l'équipe de préparation qui était formée de chefs d'établissement et d'animateurs adjoints en pastorage scolaire. On a travaillé toute une année pour préparer cette conférence. C'est la deuxième fois qu'on fait une conférence ici dans le cadre des États généraux du christianisme. Je remercie Jean-Pierre Denis, qui est le rédacteur en chef de la Ligue, d'avoir relevé le défi avec nous d'organiser donc cette conférence et de permettre qu'elle se fasse sous l'égide des États généraux du christianisme, qui cette année se déroule à Strasbourg. Et donc on fait un pont entre Lille et Strasbourg cette année, et Jean-Pierre Denis est bien invité ici à la Ligue. C'est un challenge à relever que de vous rassembler. Vous êtes 800 personnes annoncées. Je pense que c'est un sacré défi qu'il fallait relever, qui a pu être relevé, et qui a pu être relevé grâce à l'engagement de tous ceux qui éventuellement nous accompagnent ou qui ont peut-être dû rester dans l'établissement, c'est-à-dire les chefs d'établissement, c'est-à-dire les enseignants, c'est-à-dire les cadres éducatifs, bref, tous ceux qui travaillent avec vous et qui ont dû permettre cette organisation, et puis bien évidemment tous les enseignants qui vous accompagnent aujourd'hui. C'est un premier temps dans votre année scolaire. Ce que nous avons souhaité dans la construction de cet après-midi, ce que nous avons souhaité, c'est de trouver des intervenants qui étaient des intervenants prestigieux. Ils ne sont pas tous arrivés, il y en a encore 2 qui vont arriver. Et que ces intervenants prestigieux, eh bien, je dirais, vous donnent à réfléchir. Et qu'ensuite, ça puisse être repris tout au long de l'année, comme je peux vous annoncer dès à présent, que ce qui se passe aujourd'hui, cet après-midi, est filmé, que les DVD seront dans vos établissements, et qu'ensuite, dans le cadre de cours, dans le cadre de travaux de pastorat, dans le cadre de l'aumônerie, eh bien, vous pourrez reprendre telle ou telle intervention, tel ou tel passage, pour poursuivre la discussion, parce que je pense qu'on n'a jamais fini véritablement de réfléchir à cet objectif et les autres, en vous disant d'ailleurs que ce titre-là, nous l'avons pris à partir de la dédicace que l'abbé Pierre faisait sur les livres quand il dédicaçait un livre, où il mettait et les autres, point d'interrogation, point de suspension. Voilà, on est parti de cette interrogation qu'il mettait par écrit, on s'est dit que cette interrogation, ça valait le coup qu'on vous la donne, et on s'était dit que ça valait le coup de trouver des intervenants prestigieux pour vous aider, pour vous accompagner dans votre réflexion, qui, je le sais bien, se poursuivra tout au long de l'année. Donc, bon après-midi, profitez-en bien. Vous aurez la possibilité de poser des questions soit par papier, soit par micro, pour ceux qui osent se lever et puis prendre la parole. Si d'ailleurs c'est le cas, n'hésitez pas à présenter votre établissement, de dire de quel établissement vous êtes et puis de proposer donc votre question. Voilà, bon après-midi à tous et à toutes. Merci. Merci bien, comme je l'ai envie de dire, dès que vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les noter, et puis elles seront rassemblées, mais en même temps, tout à l'heure, vous aurez la parole aussi, car il convient aussi de vous faire part à nous aussi de vos réflexions, de vos interrogations, et nous serons très heureux de les partager. Alors, comme bien dit, de fait, vous étiez 620 lycéens, cette année, plus près de 800 lycéens, on peut s'en réjouir. L'an dernier, vous aviez réfléchi à la question « En route vers le bonheur » et vous aviez posé la question « Qu'est-ce que la réussite ? Le travail et l'argent font-ils le bonheur ? Y a-t-il vraiment une notice du bonheur ? N'est-il pas toujours éphémère et non maîtrisable ?» Et j'avais retenu parmi vos réponses
qu'il n'était pas possible d'enfermer le bonheur, qu'il était là toujours fugitif, mais toujours aussi à la portée de nos vies, et que dans notre monde de course, la qualité d'une vie se mesure d'abord à l'aune de l'amour donné et reçu. Je crois que ces points de réflexion sont restés en tout cas dans ma tête, profondément gravés. Et à présent, nous avons un nouveau sujet. Ce nouveau sujet qui vient en droite ligne finalement de cette question du bonheur, de la réussite, du lien avec les autres, d'où cette interrogation et les autres. Et les autres, qui sont-ils? Nous font-ils peur? Comment éviter la méfiance, la défiance, l'incompréhension? Comment aller à la découverte des autres, de l'autre, pour percevoir ses talents? Finalement, comment aller aussi à la découverte de soi-même, soi-même étant aussi parfois un autre. Donc, cette question des autres, de la défiance, de la confiance, de la reconnaissance, eh bien, c'est aussi celle qui sera posée aux États généraux du christianisme qui vont ouvrir leurs portes le vendredi prochain à Strasbourg. Et donc, je laisse tout de suite la parole à Jean-Pierre Denis. Jean-Pierre Denis, qui est directeur de la rédaction de La Vie, entre autres, c'est l'auteur et le chroniqueur. C'est qui arrive aussi d'écrire des livres, de la poésie. Et donc, Jean-Pierre va vous présenter cette réflexion qui sera menée à partir de vendredi prochain sur le thème « Que croire, qui croire ?» Autrement dit, une question qui rejoint profondément la vôtre et les autres. Jean-Pierre. Bonjour. Alors, le journaliste, normalement, c'est pas celui qui parle, c'est celui qui pose des questions. Donc, je ne vais pas vous faire un discours, mais je vais peut-être juste vous dire pourquoi on a voulu organiser les États généraux du christianisme et en quoi ça consiste. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, mais au fond, quand j'étais lycéen, quand j'étais étudiant, j'avais, je crois, le goût d'aller vers les autres pour découvrir autre chose, d'autres voies, apprendre, imaginer, inventer, découvrir. Et je me suis aperçu qu'il y avait un métier pour cela qui était assez génial, c'est le journalisme. D'abord, je l'ai fait en créant des journaux au lycée, à la fac. Et puis en plus, je me suis rendu compte que c'est vraiment un métier, on peut se mettre payé pour ça, même, c'est un problème. Et voilà, je me suis engagé dans ce métier qui me mène à la rencontre des autres. Et j'aime particulièrement aller rencontrer des gens avec qui je ne suis pas d'accord, qui ont des points de vue que je ne connais pas. Et aujourd'hui, je dirige un journal qui est un journal chrétien, La Vie. Et je me suis dit que cette question-là, d'aller à la rencontre de l'autre, de créer du débat, de remettre en question son point de vue, pas seulement d'affirmer, mais d'être capable de mettre en dialogue, c'était quelque chose dont on avait profondément besoin dans la société française. Alors, c'est pour ça que j'ai créé, avec l'Université catholique de Lille, avec l'enseignement catholique, les États généraux du christianisme, ici à Lille. Parce que, États généraux, évidemment, d'abord, le mot, c'est pas seulement ce grand événement où on finit par couper une tête ou même des têtes. C'est pas tellement ça, d'abord, États généraux. C'est d'abord l'idée que tout le monde se rassemble, sans distinction, et que tous les points de vue sont mis sur la table. Et en fait, je sais pas si vous vous rendez compte que dans la société dans laquelle on vit, c'est pas toujours le cas. On est tous enfermés dans des chapelles, dans des courants de pensée, dans des habitudes de pensée. Donc moi, j'avais envie que tout le monde puisse s'exprimer, être entendu, réfléchir à l'avenir, non seulement des sociétés, du christianisme, mais je dirais de l'ensemble de notre culture. Pas seulement les vieux, toutes les générations. Pas seulement les cathos, parce qu'ils sont d'ailleurs pas tous d'accord entre eux, mais toutes les sensibilités à l'intérieur du christianisme. Et un dialogue avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, en fait, que même on imaginait au départ. Et on a mis en marche ce mouvement qui nous fait faire se rencontrer des milliers de personnes. 4 ou 5 000 l'an dernier à Lille, au moins autant l'année prochaine, cette année à Strasbourg, des milliers de personnes, des dizaines de personnes qui interviennent et des centaines de personnes qui prennent la parole. Donc j'espère que vous prendrez la parole. Et le thème effectivement de cette année à Strasbourg, qui croire, que croire, en fait c'est la question de la confiance. C'est pas seulement la question de la foi, c'est la question plus large de la confiance. Est-ce qu'on peut se faire confiance? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'autre?
c'est quand même une sacrée question dans tous les domaines de notre vie, que ce soit politique, que ce soit en économie, que ce soit dans la médecine, que ce soit en amour, enfin dans tous les domaines de notre vie, privée, intime ou collective, c'est une sacrée question. Et on ne fait évidemment pas confiance seulement à soi-même, mais la question c'est confiance et les autres. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien étroit entre ce qu'on va vivre cet après-midi et les débats qui auront lieu dans une semaine à Strasbourg, un petit peu partout dans Strasbourg. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci bien. Merci. Donc, notre après-midi va se diviser un peu en deux grandes parties. Une première partie d'intervention avec notamment nos 4 invités qui sont déjà 2 à être présents. Et ne vous inquiétez pas, les 2 autres arrivent. Donc, nous avons effectivement la présence d'Elisabeth Bourgois. Elisabeth Bourgois qui est infirmière et écrivain, j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'elle prendra la parole. Et puis, à ses côtés, Jean-Marie Pickler. Jean-Marie Pickler, je vais le présenter pour quelques instants. Et nous rejoindrons tout à l'heure, d'une part, Jean-Paul Delevoye, qui est le président du Conseil économique, social et environnemental, et puis Jean Vallée, qui est le fondateur de l'Arche. Donc, je vais tout de suite présenter quelques instants, quelques mots Jean-Marie Pickler, et puis il va vous faire une proposition de réflexion, et ensuite nous enchaînerons cela, et en deuxième partie, eh bien, ce sera plutôt au travers des réactions, de leurs réactions sur les différents propos tenus, de vos réactions, de vos interrogations, que se déroulera la deuxième partie de cette journée. Alors, Jean-Marie Pickler, prêtre salésien, polytechnicien, éducateur spécialisé, expert d'un certain nombre de grandes questions, notamment les questions d'éducation dans les zones sensibles, bien entendu écrivain, et en même temps, Jean-Marie Pickler, vous avez beaucoup travaillé à Chanteloup-les-Vignes, puis vous avez initié la médiation sociale et dirigé l'association Le Val de Caux à Argenteuil, dans le coin de Paris, et en même temps, cette association Le Val de Caux, qui se consacre aux jeunes en grande difficulté, eh bien, vous l'avez répandu, puisque actuellement, il y a un prolongement de cette association à Tassin, tout près de Lyon, et tout à l'heure, vous disiez qu'à Nice allait s'ouvrir une nouvelle antenne également du Val de Caux. Puis vous avez également dirigé des ateliers d'insertion, publié bien entendu de nombreux ouvrages, mais je voudrais surtout faire ressortir votre combat. Un combat de refondation politique absolument nécessaire à mener aujourd'hui, notamment dans l'éducation à la mobilité, à l'apprentissage et à la découverte de la mixité sociale. Et surtout, pour en finir avec une chose, les ghettos urbains. Les ghettos urbains qui vous enferment, qui vous cloîtrent et qui font finalement que l'autre devient dangereux, devient difficile à assumer. Et nous avons le bonheur d'accueillir Jean Vallée, qui vient de nous rejoindre. Voilà, donc Jean-Marie Pickler, un combat, et comment faire finalement en sorte que l'autre, les autres, même dans ce cloisonnement qui existe actuellement, soit une richesse consacrée. Merci. C'est une grande joie pour moi de vous rencontrer cet après-midi, de partager avec vous quelques réflexions sur le rapport à l'autre, et puis de réfléchir avec vous sur ce qui me semble constituer aujourd'hui un défi majeur de notre société, qui est celui du bien vivre ensemble. Comme vous l'avez dit, voici plus de 30 ans maintenant que je travaille auprès d'adolescents, de jeunes, domiciliés dans les quartiers qualifiés de sensibles. Et il y a une évolution qui m'inquiète un peu. C'est cet enfermement de ces jeunes que je côtoie dans cette culture de quartier, cette culture de l'entrepère, PAIRS, avec ses codes de vêtements, ses codes de comportement, ses codes de langage. Une culture qui a tendance à devenir de plus en plus prégnante. Vous savez, la difficulté
Les jeunes aujourd'hui, c'est que tous les jours, ils passent par 3 lieux, ils passent du temps en famille, ils passent du temps à l'école, parfois moins que plus, puis ils passent du temps dans la rue, avec ses copains. Et chacun de ces lieux est marqué par une culture un peu différente, la culture familiale, empreinte des traditions, des pays d'origine, je travaille dans des lieux pluriethniques, pluriculturels, pluriligieux, et la culture scolaire, empreinte des traditions républicaines, et puis il y a cette culture de la rue, cette culture du quartier, qui fondamentalement, à cause de la désertion des adultes, est devenue une culture de notre jeune. Culture qui a tendance à envahir les autres champs, qui a tendance à envahir l'école, surtout lorsque celle-ci est en plein cœur du quartier, qui a tendance parfois à marginaliser la famille, les parents gèrent à peu près correctement l'espace familial, mettant de moins en moins à l'aise pour intervenir sur les autres champs de vie traversés par leurs enfants quand ils sont déconcertés par l'école. Vous savez, un des grands combats que j'ai menés lorsque je travaillais au ministère de la Ville, c'était de permettre à ces gamins des quartiers d'être scolarisés avec d'autres que ceux du quartier. Je trouve scandaleux dans mon pays de scolariser tous les gamins des tours en bas des tours. On a des gamins qui sont obligés de vivre ensemble, le quart scolaire les oblige à aller à l'école ensemble, et l'État va même payer des programmes pour qu'ils partent en vacances ensemble. Et là, j'étais aussi au ministère de la Ville, je disais qu'il est temps de sortir de cette politique de la ville qui consiste à financer des actions menées dans les quartiers pour les gens des quartiers et qui n'arrivent pas à enrayer ce processus de ghettoisation, et que le plus grand travail que nous essayons de mener avec nos équipes d'éducateurs, c'est d'essayer de faire sortir ces jeunes, de leur permettre d'aller à la rencontre d'autres. Je crois que tous, dans notre vie personnelle, nous avons été marqués par ce que j'appellerais une rencontre improbable. La plus grande difficulté de ces gamins de quartier, c'est qu'il n'y a quasiment aucune rencontre improbable. Il n'y a que les autres gamins du quartier et que les professionnels du social ou de l'éducatif qui vont rencontrer. Faire sortir, partir à la rencontre de l'autre, refonder cette politique de la ville sur l'éducation à la mobilité et sur l'apprentissage de la mixité sociale. Je crois que c'est un vrai défi aujourd'hui. Un défi auquel il est urgent de répondre. Vous savez, on parle beaucoup du chômage des jeunes. Le chômage des jeunes dans notre pays n'est pas un problème d'ordre économique. Le chômage est un problème d'ordre économique. Le fait d'avoir un taux de chômage des jeunes qui sont le double du taux de chômage des adultes, c'est un problème sociétal. Combien je rencontre aujourd'hui que le principal obstacle à l'insertion de ces jeunes dans le monde de l'entreprise réside parfois moins dans l'absence de qualification que dans cet écart comportemental entre les comportements dans lesquels ils sont anticipés et les comportements attendus dans le monde de l'entreprise. Donc il y a un véritable défi. Aller à la rencontre de l'autre. Ce n'est pas si facile que cela. On essaie de le jouer au quotidien, au locaux, avec tous ces bénévoles qui sont lycéens, qui sont étudiants des classes préparatoires, étudiants de grandes écoles, qui viennent seconder dans nos actions. Mais ce n'est pas si facile parce que il y a cette question de la peur. La différence fait peur. Je crois qu'il faut oser se l'avouer. Car on ne peut résoudre une difficulté que si on est capable de la reconnaître. Et pourquoi la différence fait peur? Je dirais pour essentiellement 2 types de raisons. La première, c'est que quand je suis avec quelqu'un qui me paraît tellement différent de moi, je suis dans l'incapacité d'anticiper ses réactions. Et cette impossibilité d'anticiper ses réactions crée effectivement un peu d'angoisse. J'imagine l'un d'entre vous se rendant dans une propriété avec un énorme chien qui aboie, qui hurle, qui saute. Soit vous connaissez, vous mettez la main sur sa tête et vous dites calme-toi. Soit vous ne connaissez pas et vous êtes tétanisé par la peur. Parce que lorsque vous ne connaissez pas, vous êtes dans l'incapacité d'anticiper ces réactions. Et ceci crée en vous un peu d'angoisse. Donc, vaincre la peur, c'est d'abord aller à la rencontre de l'autre pour le connaître. Seul antidote de cette peur, c'est la connaissance. Comment apprendre à se connaître de manière à ne pas voir dans l'autre une menace et de manière à voir dans la différence non pas une menace, mais une source d'enrichissement possible. Et puis, le deuxième facteur qui peut créer cette peur, c'est la peur d'être jugé par l'autre, de ne pas être reconnu par l'autre, comme je suis, de ne pas être accepté par l'autre. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de violence dans le monde des jeunes. J'ai toujours pu établir une corrélation entre le niveau de violence d'un enfant, d'un adolescent, d'un jeune, et sa mésestime de soi, sa mauvaise image de lui-même.
Vous savez, lorsqu'on en arrive à penser que la seule manière d'exister, c'est d'écraser l'autre, c'est que quelque part, on est en difficulté pour se faire reconnaître par ses propres talents. Lorsqu'on arrive à se sentir menacé par un regard, je fais allusion à cette dramatique affaire des chirurgiens, lorsqu'on arrive à se sentir menacé par un regard, vous, je pense que vous ne seriez absolument pas menacé par un regard, c'est que quelque part, on a une tellement mauvaise image de soi-même qu'aussitôt on se sent jugé. Tous les faits de violence que j'ai pu observer à l'école sont le fait d'élèves qui ne réussissent pas à l'école. Le gamin qui réussit à l'école, il est reconnu par l'institution. Celui qui peut arriver à penser que la seule manière d'exister sur la cour de récréation, c'est d'écraser l'autre, c'est toujours un gamin qui est en grande difficulté pour se faire reconnaître par ses propres talents. Tandis vaincre cette peur, c'est aussi apprendre à reconnaître les talents de l'autre, les capacités de l'autre. Comment entrer en relation avec celui qui est différent? Au risque d'être caricatural, mais le temps qui m'est imparti est très bref, je dirais qu'il y a 4 manières d'entrer en relation avec celui qui est différent. Excusez cette schématisation mathématique, mais on est toujours déformé par sa formation initiale. Le premier type de rencontre, c'est la rencontre type plus-moins. J'accueille la différence de l'autre, mais je la juge un peu comme un écart par rapport à ce que je suis. L'autre est différent parce qu'il n'est pas arrivé au stade où moi je suis. C'est ce discours parfois insupportable d'une église qui se penche sur les pauvres, va se pencher sur le pauvre. Alors on reconnaît cette différence, mais quelque part on induit qu'il est différent au sens qu'il n'est pas arrivé à cet état d'équilibre qui est bien, à cet état d'insertion qui est bien. Le deuxième type de relation, c'est l'inverse, c'est la relation moins plus. Je vois parfois, vous savez, par quelques jeunes chrétiens qui me rejoignent comme éducateurs. Ah, ces jeunes, ils volent, ils violent, ils cassent. Mais quelle sexualité! C'est Jésus-Christ parmi nous. L'évangile selon Saint-Lombard, j'en passe des meilleurs. Parce qu'ils sont différents, alors là, une espèce d'admiration. Hein, et il est différent, c'est extraordinaire. Chapeau, chapeau bas. Troisième type de relation, c'est moins. Un frère de ma communauté le résume ainsi. Quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, on avait raison de penser ce qu'on pense. De toute façon, c'est la crise pour tout le monde, il n'y a plus d'avenir, différents temps, on a tous un but. Et puis, quatrième type de relation, c'est la relation plus-plus. Accueillir la différence de l'autre sans vouloir la hiérarchiser de manière verticale. L'autre est différent de moi, mais on a la même valeur. Vous savez, lorsque je fais cours en école d'éducateurs spécialisés, et que j'interviens sur ce thème, je me réfère aux catégories de l'analyse transactionnelle. À la fin de mon cours, je veux dire, vous savez, il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui a dit « aime ton prochain comme toi-même », ni plus ni moins, plus. Je crois qu'il disait la même chose, mais si je m'étais référé à lui, j'aurais risqué de ne pas être écouté. Alors allons-y pour l'analyse transactionnelle. Mais en tout cas, la question qui se pose, c'est comment établir cette relation plus-plus avec celui qui est différent. Et reconnaissons que c'est toujours un chemin. Spontanément, avec celui qui est différent, si j'ai le courage et l'honnêteté d'examiner la cartographie de mes relations, spontanément, je suis plus, soit dans le plus-moins, soit dans le moins-plus. Et c'est toujours un chemin d'apprentissage de la connaissance, que d'arriver à ce plus-plus. C'est le chemin évangélique. C'est le chemin de la fraternité. Fraternité, c'est à la fois reconnaître que l'autre a la même valeur que moi, puisque pour les croyants, on est fils du même Dieu, et que l'autre est différent de moi. On sait qu'on est fratrie, l'enjeu de différenciation est un enjeu très important. Même chez les jumeaux, on habite plus ils ensemble, on voit bien chez les jumeaux, plus l'enjeu de se différencier pour vivre, pour exister, pour être reconnu est important. La fraternité, c'est le vrai défi de notre République aujourd'hui. Liberté, égalité, fraternité, on le voit sur tous les frontons de notre mairie, et on a conscience que ces 3 valeurs républicaines ne sont pas le même registre, car si liberté et égalité sont de l'ordre du droit, fraternité est de l'ordre du devoir. Et nous apercevons bien que lorsque le devoir de fraternité s'estompe, alors les droits fondamentaux risquent d'être menacés. Sur quoi fonder ce devoir?
Nous, effectivement, croyons d'une réponse, c'est pour remercier Dieu. La meilleure manière de remercier Dieu Père, c'est d'établir des liens fraternels avec ses enfants. Vous le savez tous, la plus grande peine que vous puissiez faire vos parents, c'est de ne pas vous entendre entre frères et sœurs. Je rencontre dans mon métier d'éducateur tant de parents complètement désolés lorsqu'ils n'arrivent même plus à réunir leur famille à un soir de fête. C'est, je crois, la plus grande désolation. Donc nous savons de cette fraternité, parce que, vous savez, j'entends beaucoup parler de ce devoir de fraternité. Les républicains traduisent en exigence de mixité sociale, mais la mixité sociale, c'est un peu comme l'autoroute. Tout le monde pense que c'est indispensable, mais tout le monde veut l'avoir dans le champ du voisin. Aucun problème pour installer l'autoroute dans le champ du voisin. Pardon, mon champ. Donc combien je vois de gens qui parlent de la mixité sociale avec emphase, mais bon, le gamin va plutôt les laisser dans l'entre-soi. Mais nous avons effectivement cette chose qui est de se dire, mais puisque vous êtes tous enfants d'un même Dieu, et comme je viens de me dire chaque fois que je prêche une réflexion de profession de foi, si je devais résumer l'évangile en une équation, je dirais croire en Dieu Père égale vivre en frère. Alors, répondons à cette invitation, de cette fraternité, à redécouvrir. Et je terminerai, puisque votre parole s'achève, je terminerai en vous partageant, comme au début, un petit peu mon inquiétude. À chaque époque de l'histoire, j'ai vu les adultes être capables d'établir des fossés entre eux. Vous savez, les adultes ont le don de créer des fossés entre ceux qui ne pensent pas pareil, ceux qui votent pas pareil, ceux qui croient pas pareil. Et les occasions de créer des fossés sont innombrables. Mais à chaque époque de l'histoire, j'ai vu des jeunes être capables de bâtir des ponts là où les adultes avaient construit des fossés. Et rappelons-nous que tous les chefs-d'œuvre de notre littérature européenne, je pense à Roméo et Juliette, je pourrais citer tant d'autres œuvres, pour beaucoup, sont fondés sur cette conviction, cette capacité que chaque nouvelle génération a pour établir des ponts là où les adultes ont creusé des fossés. Et ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui dans le climat de mon pays, quand je fréquente les jeunes, c'est que j'ai un peu l'impression que ce fossé traverse la jeunesse. Quand j'entends la manière dont certains jeunes parlent de ces jeunes que je côtoie et auprès de qui je vis, racailles, ils font passer des meilleurs, mais quand j'entends aussi cette manière dont les jeunes que je côtoie parlent des blancs, politiques, on fait sortir cette expression racisme anti-blanc, il est vrai qu'il y a un constat douloureux. Et je me dis que si à 17, 18, 20 ans, on ne croit plus à la capacité de bâtir des ponts, là où des fossés ont été creusés, quel triste avenir nous prépare. Merci bien, on a bien retenu, que la différence faisait peur et qu'elle faisait peur souvent parce qu'on avait du mal à anticiper les réactions parce qu'on ne connaissait pas l'autre et que la meilleure des solutions, eh bien, c'était d'accueillir l'autre sans hiérarchiser et d'établir au maximum des ponts, des passerelles, là où il y a des fossés. Alors peut-être juste le temps que les uns les autres vous commenciez à écrire vos questions et y réfléchir. Moi, j'en ai tout de suite une à vous poser en complément, et puis après nous passerons aux autres témoignages, mais d'ores et déjà, quand même, dans votre expérience, en ce moment, au Val-de-Caux, est-ce que, du coup, c'est un lieu privilégié de ce partage, je dirais, de relations, de passerelles? Est-ce qu'au Val-de-Caux, finalement, les gens se décloisonnent? Mais en 30 ans, j'ai complètement changé ma manière de travailler comme éducateur de rue. Il y a 30 ans, on partait avec un minibus, 7 jeunes du quartier, 2 éduques, et en route pour les vacances. Aujourd'hui, si on travaille comme ça, on est capable de recréer l'ambiance du quartier sur la tente de camping qu'on occupe ou sur le chalet de montagne qu'on a loué. Une telle politique de loisir coûte une fortune. Dame d'insertion, elle ne produit aucun effet. Alors aujourd'hui, quand on part en vacances, on essaie de partir avec les jeunes du Val-de-Caux et puis
d'autres jeunes, lycéens, du quartier, scouts. Ceci m'est apparu comme une évidence lors d'une sortie en bateau. Je suis normand, j'aime beaucoup pratiquer la voile avec les jeunes, je pense que la mer est une formidable école de la vie. Et quand je travaillais à l'ancienne, puis avec des gens du quartier, je me rends compte un jour, on avait fait escale avec le bateau, il y a beaucoup de monde dans le port. Le lendemain matin, il n'y avait plus un seul bateau accroché au l'autre. Il était tout seul. C'est vrai que lorsque les autres équipages avaient entendu la manière dont les jeunes cessaient de s'insulter, de hurler, de se battre, de se chamailler, là, il n'y avait plus personne. Et je me dis, à quoi ça sert si j'ai sorti les jeunes du quartier pour reproduire l'ambiance du quartier au sein du bateau? Alors, ce dernier voyage que j'ai fait en Angleterre cet été, c'était avec 5 jeunes du quartier, puis 3 scouts qui voulaient faire de la voile. D'emblée, on a dû se mettre d'accord sur un langage, parce que dans le quartier, vous savez, à votre meilleur copain, hein, vous dites nique ta mère, va te faire enculer, c'est des petites gentillesses, hein, ils ne parlent plus comme ça. Il y a un niveau d'insulte, pas de d'insulte. Pour le scout, on lui dit nique ta mère, c'est pire que ta mère. Et dire, attends, peut-être qu'il va falloir redonner un petit peu de sens au mot utilisé. Et peut-être qu'il y a une langue qui permet à tous de se comprendre, c'est le français. Parce que si on parle français, eh bien, la chance de cette langue, c'est qu'on va tous se comprendre. Parce que si vous parlez banlieue, c'est vrai que si vous êtes qu'avec des gens de banlieue, vous allez comprendre tout de suite. Hein. Vous découvrez que l'autre se dit nique ta mère, mais c'est une marque de gentillesse. Mais effectivement, ce n'est pas tout à fait le sens que l'expression a. Et le problème, c'est que s'il l'utilise uniquement comme marque de gentillesse, quand il sera dans l'entreprise et qu'il y aura la même chose à son patron, il doit pas. Donc voilà, comment je veux dire, voilà. Et puis, il y a un partenariat que Valdoco a noué avec l'école polytechnique. Et je puis vous assurer qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une nouvelle d'un de mes jeunes. Je travaillais en soutien scolaire avec lui, il était en 4e de collège, sur la table d'Argenteuil. Il faisait d'un foin pas possible en classe. Et je ne vous dis pas le bazar qu'il a mis au Valdoco. Ce jeune qui travaille aujourd'hui dans la finance à Londres, c'est la réussite, hein, enfin, après la finance, et que ce qui a rendu possible, c'était la rencontre improbable avec un polytechnicien marocain. Parce que lui était dans un registre, de toute façon, les enseignants n'aiment pas les Arabes. De toute façon, nous les Arabes, on ne peut que les choix d'école. Alors c'est vrai que quand il avait face à lui le polytechnicien marocain, il dit moi je suis marocain, je suis musulman, je pratique ma religion, ça ne m'empêche pas de réussir à l'école. Et là, ça a été un véritable choc. Et ce jeune qui a fait une grande école sur le plateau de Sergi, jeune et qui aujourd'hui travaille dans la finance. C'est ça. C'est par ces passerelles-là, je crois qu'on peut faire bouger les choses. Et combien, je disais, au ministère de la Ville, puisque je rencontrais hier une actrice du cabinet du ministre, combien il disait que cette poursuite du zonage géographique prioritaire, le plus d'argent pour les quartiers les plus en difficulté, continue. Et ça fait 30 ans qu'on dit cette politique. Et que l'urgence, c'est pas de fourguer de l'argent aux associations qui font des programmes dans les quartiers pour les gens des quartiers. On y a cru à cela, hein, mais on s'est aperçu que cette politique n'arrête pas la ghettoisation. Aujourd'hui, c'est comme on encourage des initiatives qui créent des ponts, financer des activités dans le quartier, à condition qu'ils soient ouverts aux gens extérieurs au quartier, et financer des activités extérieures au quartier, à condition qu'ils soient ouverts aux gens d'intérieur. Merci pour ce témoignage d'ouverture.